Imaginez une base militaire entière, lourdement fortifiée, disposant d'infrastructures aéronautiques majeures et, stratégiquement parlant, vitale pour le contrôle d'un territoire grand comme la moitié de l'Europe. Mhm. Imaginez maintenant cette même base abandonnée du jour au lendemain, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, laissant le champ libre à des colonnes de pick-up lourdement armées. C'est un scénario glaçant. Absolument glaçant. Et c'est très exactement ce qui vient de se passer au nord du Mali, sur la base de Thessalite. Bonjour et bienvenue à notre échange de perspectives. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour cette analyse. Plaisir partagé. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise que ce bulletin stratégique est sponsorisé par ProEVA et généré par Stylo News. Tout à fait. Pour nos auditeurs qui l'ignorent peut-être, Stylo News, c'est la version grand public du logiciel d'opération d'entreprise Stylo Intelops. Qui est très utilisé par les gouvernements, n'est-ce pas, Horus? Exactement. C'est une plateforme d'aide à la décision mondiale utilisée au quotidien, à l'échelle gouvernementale, militaire et corporative. Et elle vous offre aujourd'hui, depuis vos écrans personnels, un accès unique à une intelligence stratégique de pointe. Une ressource inestimable vu l'actualité. Absolument. Nous sommes le vendredi 15 mai 2026 et notre attention se concentre sur une onde de choc qui est en train de redessiner de manière irréversible la carte sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest. Et la mécanique des événements sur le terrain justifie amplement cette attention soutenue parce que, depuis la fin du mois d'avril de cette année 2026, nous n'assistons pas à de simples heurts périphériques, loin de là. Non, ce sont de véritables offensives. Voilà, une série d'attaques coordonnées, d'une sophistication tactique vraiment sans précédent, le GINANIM, donc le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui agit comme la branche locale d'Al-Qaïda au Sahel, a mené des offensives majeures. Et ils ne le font pas seuls. C'est là que ça devient inquiétant. Tout à fait. Ils opèrent en parallèle avec les combattants touaregs du Front de libération de l'Azawad, le fameux FLA. Un détail crucial ici, le fait qu'une organisation djihadiste mondiale comme le JNIM parvienne à coordonner ses efforts avec le FLA, un mouvement dont les revendications sont historiquement laïques et purement territoriales, cela démontre une capacité d'adaptation redoutable. Oui, Leur seul point commun aujourd'hui, c'est d'anéantir la présence de l'État central. exactement. Et le résultat de cette alliance de circonstances est implacable. Ces opérations ont d'abord conduit à la chute de la ville stratégique de Kidal, Oui. puis, phénomène encore plus révélateur de l'effondrement institutionnel dont nous parlons, nous avons assisté à l'évacuation de la base de Thessalite que vous évoquiez. Concédé sans aucun combat. Sans combat par les forces régulières. Oui. Et à cela s'ajoute un événement qui a littéralement paralysé Bamako, la mort du ministre malien de la Défense, Sadio Camara. Un coup dur, ça. Un assassinat ciblé par véhicule piégé à Kati. Et Kati n'est pas une simple ville de garnison, c'est le cœur battant, le centre névralgique de l'appareil militaire de la junte au pouvoir. Alors, ces événements précipitent les diplomaties mondiales face à une question centrale. Une question, disons-le, d'une urgence absolue. Face à cet effondrement étatique rapide, les États-Unis, la France et l'Europe doivent-ils déployer des forces militaires pour soutenir ces gouvernements et contrer l'avancée terroriste, un peu à l'image de ce qu'avait fait la France en 2013 ? Ou bien, à l'inverse, doit-on préparer l'évacuation immédiate de notre personnel diplomatique ? Voilà. Observez, depuis les ambassades ou en retrait, ces réseaux terroristes s'emparer des États maliens et nigériens. Risquons-nous de revivre le scénario de l'Afghanistan d'août 2021 ? Pour poser clairement les bases de notre échange, je soutiens qu'un retrait pragmatique et la sécurisation de nos ambassades sont les seules voies viables face à des juntes militaires qui rejettent délibérément notre aide. Et pour ma part, je soutiens qu'une intervention militaire étrangère coordonnée est impérative pour empêcher la création d'un État terroriste en plein cœur de l'Afrique. Alors je développe. Regardons d'abord la réalité politique en face avant de parler d'intervention. Allez-y. Les juntes militaires actuellement au pouvoir, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, n'ont pas simplement pris leur distance avec l'Occident. Elles ont volontairement et systématiquement démantelé l'architecture sécuritaire internationale. C'est un fait. Elles ont exigé le départ des troupes françaises, elles ont forcé le démantèlement de la MINUSMA, la mission de l'ONU, et franchement, elles censurent nos médias. Le Burkina Faso vient tout juste d'interdire TV5 Monde. Pour apologie du terrorisme, selon eux. Oui, enfin, la justification officielle est absurde. La véritable mécanique derrière cette censure, c'est le contrôle total du récit national. Je comprends votre point de vue, mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente sur ce contrôle du récit. Parce que pendant qu'ils contrôlent la télévision, ils perdent le contrôle de leur propre territoire. Ce n'est pas faux, mais... Les rapports d'intelligence de Stylo Intelops de cette première quinzaine de mai sont absolument formels. Le blocus du GNIM autour de Bamako s'intensifie.
Les terroristes contrôlent les axes routiers majeurs, ils filtrent les camions de ravitaillement, ils asphyxient l'économie locale. L'Alliance des États du Sahel, cette coalition des juntes, est en train de plier. L'inaction occidentale n'est plus défendable quand on observe le fiasco de leur nouveau partenaire, l'Afrikacor russe. C'est un argument convaincant, mais avez-vous pris en compte la question de la souveraineté? Le fait que la Russie échoue à sécuriser le territoire n'invalide pas ce principe. Ces États ont choisi de se tourner vers Moscou et vers la Turquie pour l'achat de drones. Oui, des choix désastreux sur le plan tactique. Peut-être, mais dans ce contexte précis de rejet, toute force militaire occidentale qui franchirait l'espace aérien sahélien sans invitation formelle serait instantanément qualifiée de force d'occupation néocoloniale. Mais cette souveraineté dont vous parlez n'est plus qu'une illusion diplomatique. Je veux dire, regardez les Russes. Leur doctrine militaire est obsolète pour ce type de conflit. Brutale surtout. Exactement. Elle repose sur la terreur imposée aux civils. Dans la brousse sahélienne, face à une insurrection extrêmement mobile comme le JNIM, cette approche est purement suicidaire. Les exactions russes, reconnues à demi-mot par Izvestia en parlant de difficultés d'adaptation, servent de formidables outils de recrutement pour les djihadistes. Quand la maison d'un voisin brûle et menace la vôtre, attendez-vous qu'il vous invite poliment pour envoyer les pompiers? Je suis désolée, mais je n'y crois pas. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette analogie est trompeuse. L'interventionnisme occidental n'est pas une solution magique. Ce n'est pas ce que je dis. Nous devons examiner nos propres limites logistiques. L'armée américaine, la référence absolue, affronte actuellement ses propres limites en Afrique. Prenez l'Africom, en ce moment même. L'exercice au Maroc. Oui, ils sont mobilisés dans une vaste opération de recherche au Maroc pour retrouver 2 soldats américains disparus lors de l'exercice African Lion. Attendez, vous comparez un incident survenu lors d'un exercice d'entraînement avec une opération de stabilisation internationale majeure? Je compare les exigences logistiques. Si une coalition peine à gérer les communications et la couverture aérienne lors d'un exercice planifié sur le territoire d'un allié stable comme le Maroc, comment justifier la viabilité d'une intervention sur un théâtre d'opération de 1200 km de profondeur, sans base locale, face à des gouvernements hostiles? Le défi logistique est immense, personne ne le nie. Mais l'erreur, c'est de voir ça comme une guerre conventionnelle extérieure. Ce à quoi nous assistons, c'est à l'effondrement d'un système immunitaire. Un effondrement interne, oui. Le djihadisme n'a même plus besoin d'engager des combats d'haute intensité au nord. Il s'infiltre, il occupe les cellules mortes de l'État. Si nous refusons d'injecter une assistance ciblée, cette infection ne va pas poliment s'arrêter aux frontières. La question des frontières nous amène directement au risque de contagion, le fameux spillover, mais envoyer des bottes occidentales sur le terrain ne ferait que catalyser cette contagion. Au contraire, ça la stopperait. Non, la rhétorique anti-occidentale est à son paroxysme. Débarquer militairement aujourd'hui offrirait au djihadisme le cadeau narratif qu'il espère, la transformation d'une insurrection locale en guerre sainte globale. La priorité doit rester la protection de notre personnel diplomatique. Mais enfin, il ne s'agit pas de protéger 3 bâtiments dans le quartier des ambassades de Bamako. Il s'agit de protéger l'ensemble du flanc ouest africain avant qu'il n'entraîne le Nigeria. Le Nigeria. Oui, la première économie du continent. L'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'ISWAP, observe et exploite ce vide sécuritaire. Mais l'ISWAP est déjà une menace ancienne au Nigeria. Ce n'est absolument pas une nouveauté liée à la chute de Tessalite. Ce qui est nouveau, vous le savez bien, c'est leur sophistication. L'ISWAP déploie une approche de gouvernance parasitaire. Ils prélèvent des taxes, ils offrent un système de justice là où l'État fédéral nigérien est absent. Oui, il s'installe durablement. Exactement. Et fort de l'effondrement au nord, ils infiltrent le nord-ouest du Nigeria. Sur la plateforme X, le hashtag Nigeria is bleeding n'est pas une simple tendance. C'est le cri d'alarme d'une société civile terrifiée. Si le Nigeria vacille, nous gérons une onde de choc qui frappera directement l'Europe. Le risque posé au Nigeria est critique. Je vous rejoins entièrement sur ce constat alarmant. Mais l'idée selon laquelle l'Occident pourrait endiguer ce phénomène par le déploiement unilatéral d'une force extérieure, c'est ignorer la mécanique politique. Pourtant, la CEDEAO ne fait rien. J'y viens. Vous demandez pourquoi la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, semble passive. Oui, leur inaction crée un appel d'air que seul l'Occident peut combler.
La CEDEAO n'est pas d'inactive par manque d'appui aérien. Elle est paralysée par une fracture politique interne inédite. Le Mali, le Niger et le Burkina ont formé l'Alliance des États du Sahel pour faire sécession. Et se protéger mutuellement? Voilà, ils ont déclaré que toute intervention armée extérieure serait une déclaration de guerre totale. Si Washington ou Paris imposent une stabilisation par la force, on déclenche une guerre interétatique. Mais quelle est l'alternative alors? Regardez la région s'effondrer depuis nos fenêtres. L'alternative, c'est la diplomatie non occidentale. Des publications comme Modern Ghana ont montré que la seule issue stratégique viable passe par la médiation d'acteurs modérés. Le Ghana, le Togo? Exactement, le Ghana ou le Togo qui conservent des canaux avec les jantes. La résolution de cette crise ne se fera pas par des frappes de drones. Elle exige un dialogue politique inclusif. La médiation politique, c'est louable, mais cela exige du temps, et le temps c'est la seule ressource que nous avons définitivement épuisée. Je ne suis pas d'accord. La précipitation militaire est pire. Nous sommes à la mi-mai 2026, la perte d'infrastructures aériennes lourdes, l'élimination d'un ministre, le point de basculement est sous nos yeux. Si on rapatrie nos diplomates, on observe la constitution d'un proto-État régi par la charia radicale. Reculer aujourd'hui, c'est garantir un Afghanistan ouest africain avant la fin de l'année. Alors, j'aborde la question sous un angle très différent concernant Kaboul. Car l'Afghanistan démontre à lui seul la faillite totale de la doctrine que vous défendez. Comment ça? Qu'a prouvé le mois d'août 2021 ? Qu'une stratégie d'interventionnisme prolongée pour soutenir un État dépourvu de légitimité populaire est vouée au désastre. Parce que le retrait américain s'est fait sans condition et sans vision à long terme? Non, parce que l'armée ne peut pas réparer un contrat social fondamentalement rompu. Soutenir militairement un dirigeant comme le général Assimi Goïta, qui suspend les élections et bâillonne l'opposition, c'est répéter l'erreur afghane. C'est un risque, oui, mais le moindre mal. La revue Foreign Policy l'a bien dit. Une intervention sans restructuration inclusive de la gouvernance locale ne fait que retarder l'effondrement final. En préparant aujourd'hui l'évacuation de nos ambassades, nous faisons preuve de lucidité. Nous éviterons les scènes de chaos humiliantes des tarmacs de Kaboul. Nos auditeurs perçoivent bien la densité de cette équation géopolitique. Pour synthétiser ma perspective, la mécanique de l'effondrement en cours réfute l'idée qu'une simple quarantaine diplomatique suffira. Laisser le noyau dur de l'Afrique de l'Ouest se transformer en califat par refus d'assumer le coût politique d'une intervention, c'est s'exposer à un risque majeur. C'est faire le choix de combattre demain, sur le sol européen, une menace que nous aurions pu endiguer aujourd'hui au Sahel. Et pour conclure sur ma grille d'analyse, je réitère que toute stratégie militaire, aussi sophistiquée soit-elle, s'effondre si elle heurte la réalité politique locale. La volonté populaire, selon vous? Oui, le profond rejet institutionnel de la présence militaire occidentale est un fait têtu. S'imaginer qu'on peut imposer la stabilité par la force en risquant d'enflammer une guerre régionale avec la CEDEAO relève d'une dangereuse illusion. La protection de nos diplomates est la seule voie pragmatique. Nous constatons donc un désaccord profond sur les outils à déployer, mais un diagnostic fermement partagé sur l'imminence du point de rupture. Tout à fait. L'architecture de la région est en train d'être réécrite, avec des bouleversements décisifs que nous observerons inévitablement d'ici le milieu de cet été 2026. C'est indéniable. L'histoire s'accélère. Et face à une crise aussi volatile, où la désinformation est une arme tactique, il est devenu indispensable pour les décideurs de filtrer le bruit ambiant. C'est exactement pour répondre à ce défi cognitif que des outils d'analyse à haute précision sont nécessaires. Ce qui constitue une transition toute trouvée pour vous parler de l'application qui rend ce niveau d'expertise possible. Stylo News. Voilà, comme mentionné au début, cette analyse est propulsée par Stylo News. Bien plus qu'un agrégateur de presse, c'est une application mobile et de bureau que chacun peut télécharger dès aujourd'hui. Et la mécanique derrière cette intelligence artificielle est véritablement puissante. L'application scanne et contextualise en temps réel des centaines de sources d'actualité qu'elle croise avec le flux de données de la plateforme X. C'est impressionnant. Ça permet d'obtenir des modes de synthèse, des briefs stratégiques entièrement personnalisés selon vos enjeux thématiques. Tout à fait. Que vous deviez suivre les marchés agricoles, la sécurité maritime ou, comme aujourd'hui, les dynamiques insurrectionnelles en Afrique de l'Ouest, Stylo News vous fournit un tableau de bord rigoureux et factuel. Nous vous invitons chaleureusement à vous abonner sur www.stylonews.com. Nous quittons à présent le registre strict de l'analyse pour vous adresser un mot de remerciement, sur un ton un peu plus léger. Oui, merci à vous. Nous remercions sincèrement notre audience de nous avoir accordé ce temps. C'est un privilège de décortiquer ces enjeux face à un public aussi exigeant.
N'hésitez pas à nous suggérer des sujets pour nos futures éditions. Absolument, partagez vos suggestions et suivez Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris. En guise de réflexion finale, gardez à l'esprit que l'État n'est pas un bâtiment inerte, c'est un système organique. Face à cette infection au Mali et au Niger, le remède militarisé extérieur peut-il encore sauver le système ou ne fera-t-il qu'accélérer son rejet fatal? Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel échange de perspectives.